Les années 60 ont offert des heures glorieuses au cinéma héroïque français, tout comme au cinéma d'auteur initié par la nouvelle vague. Belmondo, qui fut le trait d'union entre ces deux faces du cinéma français, choisit définitivement les films dits populaires après Pierrot le Fou en 65. Belmondo s'aventure avec légèreté dans un cinéma de l'héroïsme et du divertissement. A contrario, le réalisateur de ses débuts, Godard, lui, s'auto-accuse de bourgeoisie et veut changer de vie comme de cinéma. C'est-à-dire les exploiter, les opprimer. Godard, qui aura pour épitaphe bien au contraire, renie alors ses propres films, ceux qui les aiment encore, et plus généralement, tous ceux qui continuent d'aimer ou de faire un cinéma non militant. Tu as de bonnes jambes, Reginald. Tu dois courir vite. J'ai été champion Jambiste? universitaire. Godard, c'est comme Delon. C'est un mégalo qui a été à la hauteur de ses ambitions. Moi je sais. Les premières années en tout cas. Au milieu des années 60, après les chefs-d'œuvre du Mépris et de Pierrot le Fou, Godard se voit proposer par Hollywood la réalisation de Bonnie and Clyde. Et comment tu t'appelles au fait? Clyde Barrow. Moi, Bonnie Parker, ravi de vous connaître. C'est un film sur l'anarchisme et le crime comme l'était à bout de souffle. Bonnie and Clyde d'ailleurs sera le film majeur pour les Américains de la fin des années 60 et le point de départ de la nouvelle vague américaine qu'on appellera le nouvel Hollywood. Godard joue gros sur ce film. Après avoir été le père de la nouvelle vague, il joue son destin de double légende du cinéma. Il fantasme Hollywood depuis toujours, mais le contexte politique s'en mêle et vient troubler ses désirs. Godard, qui est un ultra intuitif, résume bien au-delà de ses choix et de ses échecs professionnels ce qui caractérise la France de cette époque. Le cinéma français va-t-il prendre le chemin d'un militantisme restrictif ou perdurer comme le plus populaire des arts? Parce qu'on est au milieu des années 60, à un point de rupture dans la société française quand Godard envisage cette carrière américaine qui assume pleinement le divertissement. De l'autre côté de son désir hollywoodien, il y a son engagement récent dans la contestation gauchiste, articulée par la radicalité la plus intégriste, qui le pousse à systématiquement tout contredire, tout renier, ses projets, son idéal et même ses affirmations de la veille. C'est en tirant la flèche sur l'objectif. De même que la flèche doit viser l'objectif, le marxisme-léninisme doit viser la révolution. Il est écartelé entre ce désir de longue date et ses convictions récentes, entre sa construction de cinéaste et son discours politique, entre les moyens infinis du libéralisme et de l'ultra-professionnalisme que lui offre Hollywood sur un plateau de cinéma, et d'un autre côté les restrictions morales perpétuelles d'un militantisme qu'il ramène à force de rejet de tout vers une forme d'amateurisme. Vous voulez un renseignement poétique ou un renseignement physique? Wainville, c'est par là ou par là? C'est clair, c'est là ou là? Il n'y a pas encore de physique, il y a seulement des sciences physiques singulières, peut-être même qu'elles sont même pas encore physiques. Ça fait chier, ce film. Il doit choisir entre le rêve hollywoodien et la contestation gauchiste. Et comme toujours dans cette histoire du cinéma français, c'est le cul dans l'eau qu'il se retrouve à force de contradictions. D'abord, il est renié par la Chine maoïste après son film engagé La Chinoise. Puis il est oublié par les Américains qui lui préfèrent finalement un réalisateur moins torturé et plus professionnel. À ça s'ajoutent les embrouilles avec son futur ex-ami François Truffaut, à qui on avait d'abord proposé de Bonnie and Clyde, qu'il avait dédaigné, puis qui, en voyant Godard renifler le potentiel du film, avait fini par revenir un petit peu sans vouloir pour autant contredire son premier rejet. Bref, de cette bataille d'ego entre les deux Français de la nouvelle vague, personne ne sort vainqueur. Ce qui peut sembler être une anecdote autour de Bonnie and Clyde illustre le conflit interne du cinéma français à cette époque, qui est incapable de capitaliser sur son succès et qui finit par tout perdre à force de contradictions, de démonstrations de vertu, de guerre des clans, de politisation extrême et de rejet systématique. Toutes. Guerre Progressistes. et juste. Et toutes. Guerre, Qui fait obstacle au progrès. et injuste. Nous autres. Communiste, Nous luttons. contre Toutes. les guerres, Injustes. Qui Entraves. le progrès. Mais nous. Ne sommes pas Contre les. guerre. Godard est le fruit génial mais autodestructeur de cette génération de la rupture. Quand tout est possible pour lui, il renonce à tout, et en particulier aux films tels qu'il les aimait, tels qu'on les pratiquait, et dont il souhaite désormais la mort. Godard est à l'image de cette génération 68arde. Il estime que tout doit recommencer à zéro, et se place ainsi lui-même comme le nouveau point de départ. Parce qu'au-delà de son propre cas, la soi-disant humilité de cette génération 68 qui renonce à ses acquis et à son héritage, les pousse au final à l'égocentrisme absolu puisqu'ils s'autodéfinissent comme la base fondatrice de tous les futurs.
À chaque accusation qu'ils font des anciens, ces jeunes rebelles s'octroient instantanément le diplôme du progrès. Quand cette jeunesse scandait nos futurs, elle voulait surtout dire nos past. Pour toutes ces raisons et bien d'autres, Godard est désormais plus intéressant en tant que symbole générationnel que par ses strictes qualités de réalisateur. Dans sa nouvelle révolution cinématographique 68arde, il décide par exemple qu'un film doit être la réalisation commune d'un collectif de camarades. Des gauchistes, oui, j'en connais plein. Dans sa logique, chacun donnera son avis et l'intelligence de la fraternité trouvera le chemin d'un film abouti. Rien insurrectionnel, mais c'est quand même un climat insurrectionnel. Et il est ressenti comme tel. Bon, d'accord, alors justement... Enfin ça c'est la théorie. Autant dire qu'il passera tous ses futurs tournages à convaincre les autres camarades techniciens artistes de suivre son idée et pas la leur. Et ce à chaque fois qu'un différent opposera Godard à tous les autres camarades. Tous les matins c'est la même chose. Tu nous emmerdes. Toujours avoir raison, ça va encore durer des heures. On est payé au lance-pierre, on va pas en plus mettre une fortune pour avoir des Indiens morts. Mais bien sûr que si, c'est beaucoup plus important. Le film doit parler du génocide indien. On baigne au milieu du fantasme d'une époque révolutionnaire et libertaire. Godard abolit pour un temps la hiérarchie sur ses tournages, et comble de la contradiction, il tue l'idée qu'un film est l'œuvre et le fruit d'un artiste. Lui qui avait commencé sa carrière de critique de cinéma en développant avec son ami Truffaut la fumeuse théorie des auteurs. Cette théorie qui faisait du réalisateur un roi absolu et incontestable, quelles que soient ses décisions. Et c'est avec ce même aplomb que Godard promeut maintenant, 15 ans après, l'antithèse de sa première théorie, à laquelle s'est entre deux convertie la majorité des critiques et des jeunes réalisateurs en France comme partout dans le monde. Ce n'est pas parce que je me suis trompé que j'avais tort. Godard, le réalisateur parisien, a eu une influence gigantesque sur la planète, mais comme ultime contradiction, il fait ses adieux totales au cinéma populaire, et le public, lui, s'en fout royalement. Et ben voilà. Tu viens de te trouver une excuse pour m'abandonner. Par exemple, quand Godard estime que de Lino Ventura, le colosse du film d'action, aucun film n'est regardable, 250 millions de spectateurs viennent les voir. Ce bon vieux Ventura, lui, le héros brutal et intègre, est un brin déphasé par cette époque sans tradition. Tu veux quoi? La liberté. C'est pas un métier, ça. Le plus français des Italiens lève peu à peu le pied sur le cinéma. De son côté, Gabin se cantonne maintenant au rôle de patriarche. Tu vois, Marcel, les bastos, c'est plus facile à donner qu'à recevoir. Delon, lui, se retrouve de plus en plus isolé pour défendre l'archétype du héros contre la masse critique qui est désormais totalement convertie à l'idéologie sociale et égalitaire, donc anti-héroïque. La nouvelle vague, elle, croupie dans la désillusion d'un renouveau qu'elle pensait incarner pour toujours et qui est déjà démodé. Comme elle, les années 60 se fanent, le cinéma français a offert la décennie la plus créative de la planète, mais s'est enfermé dans un immobilisme contestataire et une approche avant tout morale de son art. Celui-ci avait sur le spectacle des idées extrêmement fortes, essentiellement axées sur le fait de faire bouger cette société. Libérez Sacco et Vanzetti. Libérez Ho Chi Minh. Chaque noir est un prisonnier politique. Pédé, enfermé dans un bar. Nous arrivâmes à la conclusion que les choses finiraient par bouger un jour, mais que ce serait très lent. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains, eux, sont beaucoup plus pragmatiques. Ils sauront tirer profit de ce nouveau cinéma français fraîchement né dans les années 60 et déjà mort, afin de régénérer leur propre cinéma hollywoodien. Pour soutenir cette chaîne, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Un compte Tipeee existe aussi afin de financer des pubs destinées à promouvoir cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le lien en dessous de la vidéo.